Voilà, ça commence. Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir au Nouveau Siècle, donc à Lille, où nous sommes accueillis par la Casdin Banque Populaire. Bon, je pense que vous l'avez compris pour ceux qui ont vu plusieurs fois la publicité qu'on vient de regarder. On clôture aujourd'hui un cycle annuel de rencontres entre la Casdin Banque Populaire et les enseignants du second degré dans plein d'établissements. On va parler de ce que ça veut dire de se rencontrer, même un peu plus, dans l'éducation pour la réussite. On va aussi essayer de se demander ce que c'est que la réussite, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on en parle. Je me présente très rapidement. Louise Touré, je suis journaliste, productrice radio. Ça fait 15 ans que je m'intéresse aux questions d'éducation. Enfin, je travaille sur l'éducation. Donc, je connais un petit peu, mais peut-être moins bien que certains de mes invités, ou peut-être moins bien que vous. En tout cas, vous pourrez poser des questions et intervenir à la fin de ce débat, même aux 2/3, vous pourrez commencer à vous manifester. Donc je le redis, cet événement est organisé par la Casdin Banque Populaire avec donc le soutien spécifique de la Banque Populaire du Nord et Vous Nous Heal, un magazine de référence, c'est vrai que je le lis régulièrement, en ligne, donc sur l'éducation. Est-ce que je redis que la Casdin, c'est la banque coopérative de la fonction publique ou est-ce que tout le monde le sait? Moi, je pense que vous le savez. En tout cas, moi, j'ai appris que ça faisait 50 ans que la Casdin était partenaire de la Banque Populaire. Donc voilà, on prend des infos à chaque occasion. Et donc je suis ravie, moi aussi, et très honorée d'avoir été sollicitée pour animer cette table ronde. On va partager un moment avec vous qui êtes dans la salle, avec ceux qui nous suivent en distanciel, et place à la rencontre. J'espère que je n'ai pas oublié de dire des choses importantes. Jérémy Fontagneux, bonsoir. Bonsoir. Antoine Gentil, je vous salue également. Bonsoir. Alors Jérémy, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales, moi je ne dis pas SES, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes auteur du film Le Monde est à eux et papa d'une méthode dont vous allez nous parler. Le Monde est à eux, c'est un film qu'on a pu voir dans des établissements grâce au partenariat avec la Casdin. Antoine Gentil, vous êtes enseignant spécialisé, auteur de Classe réparatoire. Votre livre, il a été offert grâce à la Casdin à des sociétaires et des enseignants. Jean-Louis Chaberneau, bonsoir. Vous êtes pédiatre, réanimateur. J'ai un problème de feuille. Et essentiellement, vous êtes là aussi parce que vous êtes président de l'association Sparadra. On va parler de cette magnifique association, également soutenue par la Casdin Banque Populaire, une association qui permet peut-être à des parents de mieux accompagner les enfants hospitalisés. Ça, c'est complètement dans le sujet de ce soir. En fait, comment on s'accompagne, comment on fait un bout de chemin ensemble quand on s'occupe des enfants, de leur éducation, mais c'est très global, l'éducation des enfants. Comment on tient compte des familles? L'objectif, en tenant compte des familles, en s'adressant davantage aux parents, c'est d'améliorer le parcours des jeunes. L'outil, c'est la parole, c'est le lien. Et le lien entre ceux qui éduquent, ceux qui soignent et tous ceux qui sont autour des enfants. La famille, ça peut représenter pas mal de monde. Cette problématique, elle est profonde. Moi, ça fait longtemps qu'elle m'intéresse, en fait, cette problématique du lien, cette relation avec les jeunes, une relation qui nous engage en tant qu'adultes. Donc ça, c'est un grand nous. On est tous concernés, vous aussi. Et ça met, en fait, la question éducative au niveau où elle doit être aussi, à un niveau qui est celui de l'éthique du quotidien, comment on se parle, comment on fait attention les uns aux autres. Ça dépasse et ça englobe la question du soin et de l'éducation. C'est l'humain, tout simplement. Donc on va avoir un temps d'échange très humain, j'espère. Alors on va commencer, parce que je pourrais parler des heures et j'ai écrit un très long texte, je me rends compte. On va commencer tout simplement par vous demander à chacun, en fait, comment vous organisez la rencontre avec les jeunes, vous les avez avec vous, enfants que l'on soigne, élèves dans sa classe, jeunes que l'on encadre et que l'on accompagne, à qui on enseigne aussi. Comment vous organisez la rencontre avec leur famille? Jérémy. Alors, merci de cette longue introduction et Pas merci si longue. de cette belle introduction et de cet événement organisé par la Casdin. Au cœur de la méthode réconciliation qu'on a développée à Drancy avec un collègue, David Benoît, et qui est aujourd'hui reprise un peu partout en France par des centaines de professeurs, dont certains sont présents ce soir. Il y a l'idée de créer une relation très tôt avec les familles. Donc, on appelle individuellement les parents d'élèves
en tout début d'année scolaire, tout début septembre, avant même que l'année scolaire ait commencé, ce qui est très contre-intuitif pour les enseignants, parce qu'on a plein de choses à gérer en début d'année et qu'on n'a pas l'habitude d'être en contact aussitôt avec les parents. Mais ce contact à la fois précoce, individuel et oral, donc chaleureux, fait qu'il y a quelque chose qui se noue avec les parents. Et d'une certaine manière, et c'est l'une des principales difficultés de la méthode, qui n'est pas chronophage, contrairement à l'impression qu'elle peut donner, mais sa vraie difficulté, c'est du coup de mettre, pour nous en tant qu'enseignants, les parents prioritaires avant même les élèves. C'est-à-dire qu'on crée la relation avec les familles avant même la relation avec les élèves. Donc on les appelle très tôt. Et puis, donc les élèves de la classe où vous êtes professeur principal ou tous vos élèves? Alors, 20% à peu près des collègues du collectif sont en école primaire, en maternelle ou en élémentaire. Donc là, la question ne se pose pas pour eux. Mais en collège et en lycée, les collègues, lorsqu'ils se lancent lors de leur première ou deuxième, troisième année, se limitent à une seule classe pour ne pas se brûler les ailes, comme nous, on l'a fait à Drancy. Et généralement, ils le font pour une classe dont ils ne sont pas prof principal, pour justement surprendre les parents. Les parents s'attendent à ce que le contact se fasse avec le prof principal. Là, c'est juste un prof de français, ou juste un prof de maths, ou juste une prof d'art plastique ou de PS, qui appelle les parents simplement pour se présenter, ce qui, du coup, surprend les parents. Et à cette précocité de la relation avec les familles, on ajoute une régularité, puisque c'est un petit peu le symbole de cette méthode-là. On envoie chaque semaine un SMS à tous les parents d'élèves pour leur dire comment s'est passée la semaine. Et cette précocité de la relation et cette régularité de la relation fait que, assez rapidement, les parents parlent de nous régulièrement et très positivement à la maison. Ils ont l'impression qu'on est des profs pas comme les autres, alors que nous sommes des profs comme les autres. Simplement, il y a cette relation particulière qui fait que nous changeons de statut aux yeux des élèves. Et donc, les élèves font beaucoup moins de bêtises, si je puis dire, avec nous, parce qu'ils ont l'impression qu'on fait partie de leur famille, en quelque sorte, ce qui est complètement exagéré, mais c'est une impression qu'ils ont et qui les pousse à faire plus d'efforts, et qui, du coup, très vite casse le sentiment d'impuissance qu'on a habituellement en tant qu'enseignant. Alors, Antoine Gentil, vous allez nous dire si, dans les propos de Jérémy, il y a des choses qui font écho à vos pratiques. En fait, dans un dispositif tel que le dispositif Starter, que vous avez créé et où vous travaillez depuis 12 ans, la relation avec les jeunes est très intense. C'est ce qui ressortait aussi beaucoup du film Un bon début, qui était très émouvant, et ce qu'on aussi lit dans le livre, même s'il y a toute une méthode et une manière de travailler, hein, on parle de gestes professionnels. Alors comment on s'allie avec d'autres adultes dans cette relation, et peut-être pas seulement les parents d'ailleurs? Oui, ben, après ça me demande d'un petit peu situer d'où je parle, parce que ça se met en complémentarité par rapport à ce qu'a dit Jérémy. À Starter, on accueille un public d'adolescents éprouvés dans la grande vulnérabilité psychosociale. C'est des jeunes, pour le dire très vite, qui relèvent de la protection de l'enfance, donc qui ont eu des parcours avec de l'abandon, qui ont vécu de la violence directe ou indirecte, qui ont des parents malades ou incarcérés. Voilà, je vais peut-être pas vous faire toute la liste, mais ceci dit, c'est des jeunes qui ont des existences traumatiques et donc qui portent ce vécu traumatique. Et donc, le travail nous oblige d'aller en amont, si on veut capter ces enfants qui sont tous en décrochage scolaire pour de bonnes raisons que je viens d'énoncer. Ces jeunes et leurs familles, on les capte avec une approche qui est de se dire on doit tenir compte de l'écosystème autour de la famille et travailler à prendre en charge cet écosystème. Et pour le faire, très concrètement, ça veut dire qu'on anticipe 1, 2 ou 3 ans en amont l'arrivée sur l'année starter. L'année starter, elle concerne l'âge 14-15 ans, donc l'âge de 3e. On est contacter parfois 1, 2 ou 3 ans avant. Alors, ça demande d'ouvrir, notre méthode, c'est d'ouvrir tous les canaux. Ça veut dire qu'on peut avoir des parents. Quand je dis parents, il faut entendre mère isolée pour 90% ou 95% des cas, quand même. Il faut bien l'entendre. De toute façon, les familles monoparentales, voilà, même sans ce cadre, c'est quand même presque un quart des familles. C'est assez fréquent, en effet. Donc, on ouvre le standard et on peut nous appeler. Et, ensuite, il y a tout un réseau de communication
évidemment avec des partenaires. Et nos grands partenaires, ça va être tous les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, ça veut dire l'aide sociale à l'enfance, toutes les structures qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, et puis la protection judiciaire de la jeunesse, qui peuvent nous appeler avec, pour des jeunes qu'ils ont en référence, et puis sinon, évidemment, des collègues de l'éducation nationale, mais là encore, il faut entendre au sens large toutes les professionnalités qui peuvent être concernées par des enfants éprouvés. Ça veut dire des collègues infirmières scolaires, des collègues CPE, des collègues psychologues de l'éducation nationale. Enfin voilà, je pourrais faire une longue liste, et parfois c'est la professeure documentaliste qui est la personne qui a construit une référence avec un enfant et qui tient par un fil un lien avec son établissement, qui va nous contacter parce que il s'avère que c'est peut-être la mieux placée pour le faire. Voilà. Et puis dernière chose, du coup, quand on accueille ces familles, on les reçoit sur un premier entretien qui est un entretien d'information. Et là, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que ce travail d'accueil, d'entretien, c'est une vraie professionnalité qui mérite d'être pensée en formation, et particulièrement en formation initiale. Enfin, dans le livre, ce que j'explique, c'est que moi, j'ai passé, je pense, 3 ans sans rien dire à côté d'une professionnelle aguerrie, Marie-France, je pense toujours à elle, je lui rends hommage dans le livre, éducatrice spécialisée qui dans un poste que j'occupais il y a plus de 10 ans, enfin il y a 15 ans même, maintenant, m'a vraiment montré et appris comment on se sécurise quand on voit arriver des personnes fracassées en miettes qui viennent de vivre plusieurs conseils de discipline, qui sont complètement en rejet de l'institution parfois, qui se sentent jugés, qui se sentent mal, qui souffrent parce que leur enfant ne les écoute plus ou est complètement dans des déviances, dans des conduites déviantes, des prises de risques, etc. Et ce moment-là, ce travail d'accueil, il passe par tout un tas de gestes professionnels, de professionnalité qui... Alors, il y a peut-être un terme fort, c'est l'hospitalité, mais je vais m'arrêter, sinon... Non, en fait, vous avez répondu plus à la fin qu'au début, mais en tout cas, vous avez fait un long détour tout à fait passionnant. Il fallait situer le contexte, en fait. Tout à fait. Et c'est bien que vous le fassiez. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de rebondir aussi sur un mot qui est chronophage, que Jérémy a utilisé. Alors, est-ce que c'est chronophage, le fait de devoir parler tout le temps à tout le monde? On a aussi parfois l'impression que certains super éducateurs seraient un peu des super-héros qui ont un emploi du temps super chargé et qui doivent être tout le temps super disponibles. Après, moi, je me rappelle d'un inspecteur qui était venu me visiter au tout début de ma carrière d'enseignant spécialisé, qui m'avait dit, vous savez, il faut combattre quelque chose dans la culture française, c'est que les enseignants ne doivent pas être des moines copistes qui préparent des fiches de préparation, de séquences tous les soirs, etc., et qui refont leur pédagogie tous les week-ends. Le fait de préparer ces élèves, enfin ce que dit Jérémy, ce travail d'accueil des publics, ça fait partie de notre boulot. Alors je sais qu'il y a un ancien président qui a dit qu'on bossait 24 heures par semaine, je ne sais pas. Surtout en maternelle, mais c'est très important la maternelle. Notre travail dans notre métier, il y a ce travail de mise en lien, et ça passe par des temps dédiés à la rencontre. Et ces temps dédiés à la rencontre sont aussi importants que les temps dédiés à la préparation de notre pédagogie. Quand j'accueille des stagiaires en formation sur Starter, souvent ce que je leur dis, première chose à apprendre, c'est que le temps de l'enseignant est fini et pas infini. Notre temps professionnel est fini, sinon on souffre, si on croit qu'on a un temps infini, et on ne dort plus la nuit parce qu'on fait que ça, il ne faut pas faire que ça. Donc on a un temps fini de travail, mais dans ce temps fini de travail, c'est intéressant d'équilibrer le temps qu'on dédie à la préparation de nos cours et puis le temps qu'on dédie à la préparation de nos élèves et du coup à leur accueil, à la famille, etc. Puis ça, il y a une question d'anticipation vraiment aussi. Le fait de se dire qu'en N-1, il y a tout un axe de travail, par exemple, vers les établissements, de se dire mais comment on pourrait penser des dispositifs d'accueil qui permettent d'anticiper l'arrivée. Et c'est pas très français que de le faire, parce qu'on a une tradition de se dire la rentrée c'est sacré. Mais on peut très bien peut-être faire des décalages organisationnels qui font que l'année précédant l'arrivée des élèves, on construit, il y a quand même des petites expériences qui se font, mais ceci dit, il y a peut-être des points d'amélioration à penser, de se dire qu'on pourrait tout à fait développer des dispositifs qui permettent d'anticiper l'accueil. Et on pourrait penser à ce qui se joue
sur les grands seuils entre la primaire et le secondaire, par exemple. Je donne une idée comme ça. On sait que c'est tellement important que les élèves soient prêts à recevoir un enseignement pour commencer à être actifs dans les apprentissages, sinon il ne se passera rien. On parle de recevoir des soins à l'hôpital, par exemple. Jean-Louis Chaberneau, je me tourne vers vous. En fait, en regardant et en lisant tous les descriptifs sur le site, il est hyper bien fait, de l'association Sparadrap. Il y a un mot que j'ai trouvé très intéressant et très utile peut-être pour ce soir, c'est valoriser. Valoriser la présence des parents. C'est pas du tout évident. On revient d'un peu loin aussi à l'hôpital. Alors pareil, faites plutôt une mise en contexte aussi de l'action de Sparadrap, qui est une association qui a presque 30 ans, pour expliquer en quoi cette valorisation, elle est très importante et que c'était pas joué d'avance et pas évident il y a 30 ans. Oui, effectivement, c'est pas quelque chose qui était simple. Depuis 30 ans, notre association a effectivement pour but de faire que les enfants aient moins peur et moins mal, que ce soit même dans une simple consultation, chez le dentiste ou lors d'une hospitalisation. Vous avez peut-être vu tout à l'heure une petite vidéo de François Morel expliquant comment on va, lors de la consultation d'anesthésie, préparer déjà l'enfant à pouvoir recevoir l'anesthésie, qui va permettre après son intervention chirurgicale. C'est un bon exemple de ce qu'on essaie de faire depuis une trentaine d'années. Et donc, on s'adresse à la fois aux enfants, on s'adresse aussi à leurs parents, et on s'adresse également aux professionnels de la santé. Les trois sont nos objectifs. Les enfants, c'est pour les aider, leur permettre de parfois comprendre ce qui va arriver, pourquoi on va faire telle ou telle chose, comment on va la faire, avoir leur accord, leur consentement, parce que là aussi c'est quelque chose d'important, et ça se passera d'autant mieux. Et puis les parents, c'est parce que ça va les rassurer souvent, et ils vont contribuer à aider leur enfant, parce qu'ils sont acteurs aussi à ce moment-là, et pas dépossédés totalement. Et les professionnels, c'est aussi pour que ils s'organisent d'une certaine façon, qu'ils travaillent différemment d'avant. Et vous avez pu voir peut-être dans vos propres expériences, chacune et chacun ici, que l'accueil quand même qu'on a essayé de mettre en place pour les enfants dans les hôpitaux, c'est différent de ce qu'on faisait il y a 50 ans, 30 ans, 20 ans. Donc sur les 30 dernières années, on a fait énormément d'acquis. Et là, si vous voulez, on est en train de se rapprocher aussi, et c'est ce qui fait la jonction avec nos enseignants, c'est qu'on pense qu'on peut peut-être aider aussi à la prévention en matière de santé, qui est quand même quelque chose d'énorme, qu'on ne fait pas suffisamment jusque-là. On en parle beaucoup, mais on n'en fait pas suffisamment. On sait que ça peut contribuer justement aussi à diminuer les inégalités d'accès aux soins qui sont très importantes dans notre pays et que les enfants subissent également. Et faire finalement que chaque enfant devienne, avec le temps, quelqu'un qui soit plus éclairé, mieux informé et qui maîtrise finalement sa propre santé, sa propre hygiène de vie, son propre comportement par rapport à tout un tas de choses. On parle souvent de l'alimentation, on parle souvent des problèmes de sommeil. Enfin, on pourrait parler de tonnes de problèmes, mais je pense que c'est les rendre plus capables de devenir des adultes équilibrés. Prendre soin de sa santé. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur le fait de valoriser la présence des parents aux côtés des enfants qui sont dans des parcours de soins, par exemple, hospitaliers. Alors, je l'ai esquissé en disant que c'était important qu'ils soient enfermés en même temps. Effectivement, ça, c'est quelque chose de très utile. Parce qu'il fut un temps où, quand vous alliez aux urgences avec votre enfant qui s'était fendu le crâne, on vous disait « Bon, allez dans la salle d'attente, on s'occupe de lui ou d'elle ». Et maintenant, c'est fini. On essaie de plus faire ça. En tout cas, on ne devrait plus le faire. Et bien au contraire, on leur demande de nous accompagner, parce qu'ils vont aider en tenant la main, en expliquant et contribuer avec les explications que nous, on essaie de donner aussi, faire qu'il va être rassuré et qu'il va d'autant plus collaborer à faire que ça se passe dans les meilleures conditions. Et donc, cette façon de valoriser, je pense que ça passe par la connaissance, les explications. Et donc, on a tout un tas d'outils qu'on a développés qui sont des brochures. Vous en avez quelques-unes là-bas sur la table. Vous avez des vidéos, vous en avez vu une tout à l'heure. On a fait des podcasts aussi récemment. Et puis, on fait des formations qu'on est en train d'élaborer. Et donc, notre projet, c'est de collaborer de plus en plus avec les enseignants qui pourraient peut-être devenir aussi
comme nous, capables de transmettre un certain nombre de choses. Ils ne sont peut-être pas toujours très bien formés à la prévention, mais peut-être qu'on pourrait arriver à une collaboration plus efficace. En tout cas, il y a un savoir à partager. Alors, par exemple, un savoir médical, mais aussi un savoir sur l'école, en fait, Jérémy, parce que suivant la famille dont on est issu, le niveau de formation des parents, leur intérêt pour la chose scolaire, on a plus ou moins des billes pour se repérer dans l'univers de l'école, et pas seulement l'orientation, mais aussi tous les implicites qui, finalement, sont tellement présents dans une salle de classe, une manière de faire cours, alors pas forcément la vôtre, une manière de demander aux enfants de réaliser un travail scolaire. Par exemple, on dit relisez la leçon, mais il faut peut-être expliquer, déjà en primaire, comment est-ce qu'on relit une leçon. C'est pas du tout évident pour tout le monde, etc. Donc comment on informe les familles? En fait, je crois que dans notre pays, il y a une conception assez profondément intériorisée du travail enseignant comme quelque chose de solitaire. C'est-à-dire qu'il y aura un super maître, une super maîtresse, ou un super prof ou une super prof qui, parce qu'il, elle, est compétent, ce qui est le cas des enseignants en France, contrairement à ce que certains disent, Nicolas Sarkozy par exemple. Non seulement on est compétent, on est légitime, on a décidé de faire ce métier qui est beau mais qui est difficile. Et du coup, comme il y a aussi, je crois, dans la littérature ou dans le cinéma et puis aussi dans le discours des politiques, c'est un peu particulier parce qu'on se fait insulter ou malmener par ceux qui prétendent nous diriger. Et puis dans le même temps, très vite, on nous érige en héros, y compris Emmanuel Macron qui refuse d'augmenter les professeurs, mais qui dans le même temps, dès qu'il en a l'occasion, rend hommage aux professeurs de français comme héros et représentants de la France, à la suite de Samuel Paty, de l'assassinat de Samuel Paty. De Dominique Bernard, qui était professeur de Dominique français Bernard à aussi. Arras. Dès qu'il y a un drame, tout de suite, on rend hommage aux professeurs comme héros, comme hussards noirs de la République, etc. Donc, au-delà de l'hypocrisie qu'il y a chez les responsables politiques, c'est quand même quelque chose qui est assez intériorisé collectivement, parce qu'il y a aussi la littérature, il y a aussi le cinéma qui ont contribué à renforcer cette image-là. Et donc, pour nous, en tant qu'enseignants, quand on va chercher les familles très tôt, non seulement il n'y a pas forcément la connaissance des codes, comme vous l'évoquiez, ou la connaissance des savoir-faire ou des compétences scolaires, entre guillemets, mais il y a aussi chez beaucoup de parents d'élèves, en quartier populaire notamment, mais pas que, parce que dans le collectif Réconciliation, la moitié des professeurs enseignent en zone périurbaine ou rurale ou en centre-ville aussi, donc pas du tout en quartier populaire ou en banlieue comme à Drancy. Il y a quand même chez beaucoup de familles le sentiment que les professeurs vont s'occuper de tout, que la maîtresse fait bien son boulot et donc le travail scolaire, c'est le problème en quelque sorte de l'école. Et du coup, ça nous met dans une situation difficile parce que finalement, tout repose sur nos épaules. Et donc, c'est vrai qu'avec cette méthode-là, comme on crée un lien qui est pas du tout professionnel ou qui est pas du tout lié à l'école, qui est un lien plutôt pas amical, mais chaleureux avec les parents d'élèves, ça nous permet de leur demander des petits services ponctuels. En fait, dans chaque SMS qu'on transmet aux familles, on donne à peu près, on fait un petit compte-rendu de la semaine, et puis à chaque fois, on leur demande une petite tâche qui paraît anecdotique, mais qui petit à petit pousse les parents à de plus en plus s'impliquer dans la scolarité de leur enfant, et donc de dédramatiser ou de simplifier, de banaliser le travail scolaire hyper important que les parents peuvent faire à la maison et dont ils sous-estiment souvent à la fois l'importance, l'impact que ça peut avoir. Vous avez un exemple ? Très concrètement, les parents, souvent, ça dépend des familles, ça dépend des milieux, ça dépend des âges, mais cette scène un peu classique, cliché de « ça va à l'école ?» Oui, ça va. « T'as pas de devoirs ?» Non. Bon, donc cet échange un peu superficiel, quoi, que beaucoup de parents connaissent, qui est un peu triste, mais qui en même temps arrange un peu tout le monde en apparence, parce que du coup l'enfant évite les problèmes, il évite de rentrer trop dans le détail, et puis je pense aussi que les parents ont plein de choses à gérer, donc ça leur permet aussi en apparence de pas forcément plus s'impliquer dans le suivi de la scolarité de leur enfant en se disant bon, j'espère que le prof ou la prof va être magique et que ça se passera bien. Donc c'est aucun reproche dans mes propos, mais simplement du coup ce dialogue-là un peu en surface
fait que les élèves s'impliquent pas plus et les parents s'impliquent pas plus. Mais quand dans notre SMS, par exemple, on dit il y a eu cette note-là, les parents ont des billes concrètes pour dire ah bah tu as eu cette note-là, c'est bien, mon fils continue. Et donc on est dans une implication plus concrète. Ou alors la semaine prochaine il y a une évaluation. La semaine prochaine, jeudi prochain, il y a une dictée comme tous les jeudis pour les professeurs des écoles par exemple. Est-ce que il a 10 mots à apprendre? Est-ce que vous pouvez les réviser avec lui? Donc c'est des petites missions qui sont concrètes et que les parents identifient et qui du coup fait qu'ils s'impliquent davantage aussi parce que il y a eu ce lien affectueux qui nous lie avec les familles parce qu'on est allé les chercher très tôt. Et donc, finalement, les parents s'impliquent de plus en plus et se rendent compte que finalement, c'est pas si difficile que ça et que surtout, ils sont légitimes et qu'ils sont aussi utiles que nous. Et c'est la grosse difficulté de la méthode pour laquelle moi je fais beaucoup d'accompagnement des collègues, c'est que d'une certaine manière, elle nous oblige à descendre de notre piédestal. On nous a expliqué dans notre formation et puis très vite dans nos pratiques professionnelles, on nous a dit qu'on était légitime, qu'on avait raison tout le temps, qu'on était là pour déclamer la vérité en quelque sorte. C'est ce que moi je fais dans mon cours. Je dis que si un élève n'est pas sérieux, je le dis, ou si un élève n'a pas assez travaillé dans un bulletin, on va le mettre. Mais le problème, c'est que du coup, c'est comme si les parents attendaient qu'on leur transmette la vérité et espèrent qu'elle va être bonne. Là, on est davantage dans un rôle de co-construction et les parents se rendent compte que finalement, ils ont une part à jouer et ils ont un travail à faire qui nous aide énormément. C'est l'un des secrets de la méthode réconciliation. La vérité, c'est qu'on va chercher les familles pour qu'ils prennent leur part de responsabilité dans la réussite scolaire de l'enfant, mais on ne présente pas les choses comme ça en début d'année. Parce que si on dit aux parents, est-ce que ça vous dit de nous aider à faire notre boulot, parce que si vous ne faites pas votre boulot de parent, on ne va pas y arriver, les parents ne vont pas bien le prendre ou vont dire oui, oui, mais ne vont pas le faire. On crée une relation qui n'est pas professionnelle, en quelque sorte, avec beaucoup de chaleur humaine, de façon à ce que les parents fassent davantage ce travail-là. Bon, j'ai encore plein de questions, mais on va faire tourner la parole à Antoine Gentil, parce que on peut informer des gens, mais encore faut-il qu'ils souhaitent en savoir plus. Quand on est dans des parcours plus chaotiques, plus cabossés, on ne sait même pas ce qu'on cherche en fait, parfois. Et donc, il faut un peu aller au-devant des demandes, enfin de ce qui n'est pas encore une demande. Imaginer des parcours avec les gens. Comment on fait pour sensibiliser à la fois les élèves? Bon, eux, ils sont quand même dans une logique où ils veulent construire un parcours, et puis leur famille, parce que toute cette jungle aussi, des parcours scolaires, des parcours professionnels, c'est très compliqué. Oui, c'est un enjeu monumental, c'est vraiment un axe très très fort de travail, de se mettre, de construire l'alliance éducative avec les parents, et c'est un processus que décrivait Jérémy, c'est-à-dire qu'on commence par s'identifier, puis se reconnaître, puis s'informer, puis ensuite on doit à tout prix se trouver des objets de travail commun, et bien être dans le concret avec les parents. Et ça veut dire ensuite, surtout, arriver à un moment où on va mettre du sens sur la présence de l'autre, et en particulier du coup sur le sens de l'action parentale. Moi, la discussion là, elle me faisait penser au concept développé par le chercheur Stéphane Bonnery autour du malentendu socio-cognitif, c'est-à-dire du fait que il y a l'attendu de l'enseignant et puis il y a ce que croit l'élève et ce que croit la famille qui est attendu par l'enseignant, et cette question là d'aller chercher, d'aller travailler le sens du travail scolaire, mais aussi de la présence en classe, et puis évidemment du parcours de l'accompagnement à l'orientation, etc. Il y a énormément de travail qui doit se faire, et ça passe du coup par moi, je considère qu'on a besoin de temps pivot. Je pense que là, pour le coup, on rejoint. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes temps pivots, mais nous, sur Starter, toutes les fins de semaine se font avec un appel téléphonique à chaque parent, chaque accompagnant, parce qu'on a aussi un système de co-référence avec des partenaires de la protection de l'enfance ou des éducateurs de prévention spécialisés. Donc on a ce travail de fin de semaine, c'est à peu près 1 heure d'appel téléphonique, c'est pas pour 15 élèves accueillis, hein, et donc on prend ce temps d'appel aux familles, sachant que ce temps d'appel aux familles, il doit être sur la base du fait qu'on casse
une dynamique qui est souvent en place de l'école qui appelle quand il y a un problème. Et donc l'idée, c'est de se dire régulièrement, on a un rituel d'appel qui fait que quand on contacte la famille, c'est particulièrement en début d'année, en début de parcours, dans une dynamique de renforcement positif, et ça passe du coup par une réflexion sur les micro-traces d'hospitalité qu'on va distiller dans la communication. Et puis, le fait, tout simplement, de valoriser, je ne sais pas, de lire une production écrite d'un élève à son parent, etc., de remettre la figure d'élève en place, en fait. Et du coup, la figure de parent d'élève aussi en place. Et ça s'élabore. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et c'est une fois qu'on a mis ces figures en place, pour reprendre vos mots, qu'on peut ouvrir ses horizons. Oui, puis ça passe, bien sûr, qu'on peut ouvrir ses horizons et du coup, évidemment, derrière, il y a toutes les dynamiques de déterminisme à l'œuvre. Et sur l'accompagnement starter et le parcours starter, c'est vrai qu'on est très engagé, puisqu'il y a un axe aussi très très fort qui est l'accompagnement à l'orientation et la grande différence à faire entre orienter et s'orienter. Attention, le S apostrophe est très important. Et quand on met au travail ce parcours d'accompagnement à l'orientation, en effet, on reçoit aussi toute une pression d'un déterminisme à l'œuvre d'élèves et de parents qui parfois se sentent complètement embarqués et pris dans des dynamiques de précarité qui font qu'ils voient leur existence au jour le jour. Et donc, l'idée, ça va être de se dire comment très vite on peut faire un petit peu d'argent, etc. Enfin, il y a toute cette réflexion qui fait qu'on ne va pas forcément se construire une ambition scolaire ou être simplement aussi à l'écoute de son identité. Parce qu'il y a aussi cette question-là qui est fondamentale quand il faut quand même se dire qu'accompagner à l'orientation des enfants de 14-15 ans, c'est quelque chose, je rejoins le terme éthique que vous posiez tout à l'heure, à tout prix, on doit se demander, mais comment je mets en résonance ce travail de prise de sens autour de l'intelligence système et des parcours d'orientation et la question de l'individuation à l'œuvre et de l'accompagnement à l'individuation de ces enfants qui sont aussi, qui doivent être considérés comme des êtres sensibles, politiques, et donc on doit à tout prix faire. Enfin, moi, je pense qu'une de nos grandes missions quand on accompagne à l'orientation, c'est de bien aider les familles, les enfants, à faire des ponts entre ce qui se joue dans des projets pédagogiques ou des moments de vie qui font parler la sensibilité et l'intelligence politique et citoyenne, par exemple, et tous les projets à vocation culturelle, tous les projets à vocation d'éducation à la citoyenneté, etc., que ce soit d'aller dans le Vercors à l'affût du loup, ou que ce soit d'être en immersion professionnelle, comme hier j'étais avec un de mes élèves dans un atelier de boulangerie, dans un laboratoire de boulangerie, on est laboratoire, dans un laboratoire de boulangerie, et ces moments-là, ce qui se dit à ce moment-là, avec le maître boulanger, ils ont parlé de jiu-jitsu et de concentration à ce moment-là, sur ce temps de stage, ce temps-là était très important parce qu'il permet, on le voit, de tracer des ponts et de pouvoir reparler ensuite avec un enfant et sa famille de qui il est et de comment son identité est en construction. Et il ne s'agit pas d'être intrusif et d'aller la malmener, cette identité. C'est très subtil, ce truc-là, de se dire on est des accompagnants et par contre, on est là pour mettre du sens autour de ce processus de construction identitaire et de construction et d'avancer dans un parcours d'orientation. Parce que par contre, notre système est réellement là. Et les parcours d'orientation, ils existent. Et en tant qu'enseignant, alors il faut à tout prix se dire qu'on croit à l'émancipation, etc. Mais par contre, on sait aussi qu'on est dans un système qui a des
moments avec des forts paliers d'orientation, d'âge des paliers, et de classe. particulièrement pour des publics vulnérables, on doit mettre du sens très tôt autour de ces moments-là parce qu'ils sont souvent, pour le dire très vite, qu'est-ce que c'est la procédure Affelnet pour une famille très très éloignée de l'école et parfois qui ne sait pas lire. Et, il y a cet écart aussi au système qui est à vraiment prendre en compte quand on fait ces accompagnements-là. Bon, je vais m'arrêter parce que je pourrais encore continuer très, je très sens que vous avez longtemps, encore beaucoup j'en ai de choses beaucoup à à dire. dire. Et c'est vrai que passer du collège au lycée, donc avec Affelnet, c'est compliqué. Et en fait, s'acculturer à toutes ces procédures, on mesure bien à quel point c'est compliqué pour tous les parents, puisque c'est même compliqué quand on est spécialiste de l'éducation. Ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est quand même obligatoire d'avoir des entretiens pour dédier à ces temps-là. Et que dans les entretiens qu'on fait avec les familles, on ne mélange pas tout et qu'on prenne réellement le temps de recevoir des familles, des enfants, les accompagnants aussi, en dédiant un entretien. Alors quand on parle, vous savez, d'entretien, d'orientation, enfin on leur donne le nom qu'on veut, mais ceci dit, il faut vraiment que ces temps-là, on les fasse, ça doit pas être avec le minuteur et on se dit on n'a que 10 minutes et au suivant. C'est des moments qui doivent être très très privilégiés. Voilà, parce que il se joue des choses fortes dans ces moments-là et particulièrement pour des familles en précarité et en vulnérabilité. Mais ça m'aide à faire la transition parce que je voulais parler, Jean-Louis Chaverneau, avec vous du langage commun qu'il faut trouver avec les familles, c'est-à-dire que avoir le temps d'un entretien, on dit parfois que les consultations sont trop courtes ou trop brutales en médecine, à l'hôpital ou en ville, qu'on n'a pas le temps de comprendre. Donc comment on travaille cette question du langage, qui est à la fois la question du vocabulaire, mais de la manière dont on s'adresse aux personnes. On peut ajouter que dans l'association Sparadrap, il y a des médecins, des soignants et des familles. Donc on est à la recherche de ce langage commun chez vous. Oui, tout à fait. C'est très important d'arriver à trouver des façons d'expliquer qui ne soient pas avec l'utilisation de mots techniques ou médicaux comme parfois on le fait, qui peuvent être parfois incompréhensibles, de se différencier aussi de ce qu'on peut parfois avoir sur Internet, avec une connotation souvent anxiogène et pas forcément adaptée. Il faut parfois prendre des exemples de comparaison et utiliser, y compris des dessins ou avoir recours à des différents types de moyens de faire comprendre les choses qu'on peut trouver à différents endroits. Ça demande beaucoup de temps, effectivement. Dans les hôpitaux, on essaye quand même de faire attention à ça quand on a des cas difficiles, d'arriver à prendre le temps. C'est un peu la même méthode que celle qu'on vient d'évoquer, qu'on n'est pas en train de regarder sa montre et qu'on va prendre le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive à faire que ce soit intégré. Et parfois, il va falloir s'y prendre à plusieurs reprises. Il va falloir parfois le faire de façon très progressive quand c'est des choses très ardues et qui mettent en jeu le pronostic vital ou la qualité de la survie de l'enfant. Et tout ça, ça demande effectivement une patience extrême et une envie vraiment d'arriver à avoir une compréhension et un accord réciproque. Mais il faut baisser la garde aussi pour les médecins, parce que le jargon professionnel, ça protège. Oui, justement, c'est un rempart qu'il faut vraiment supprimer. C'est de plus en plus qu'on y arrive, mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Mais je pense que si on fait l'effort, on peut tout à fait y arriver. Et pardonnez-moi, mais je pense que je ne suis pas la seule à y penser, mais il y a quand même un contexte à l'hôpital, manque de moyens, de manque de soignants, je suis le premier beaucoup de choses. À malheureusement le connaître et me battre contre aussi, puisque je suis encore dans un syndicat de pédiatres et que je suis au conseil professionnel de pédiatrie, où on écrit régulièrement à notre ministre qu'on en a déjà changé je ne sais combien depuis quelques mois. À l'éducation, c'est pas mal aussi. Et c'est pas mal non plus. Non, vous avez parfaitement raison. On a une crise de vocation extrême, y compris chez les médecins. Les jeunes médecins fuient l'hôpital actuellement. On a une crise de vocation aussi au niveau des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de puériculture, toutes les corporations
qui gravitent autour des patients. Et chez les enfants, c'est peut-être un peu moins fort que dans les services d'adultes, mais c'est parce que c'est souvent un investissement plus intense, mais c'est une grande difficulté. Et bien entendu, les aspects financiers, les salaires et la reconnaissance aussi, bien sûr, du rôle essentiel qu'ils ont pour accompagner et l'enfant et ses parents, parce que c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que nous, les médecins, aux côtés des infirmiers, à tout le corps soignant, on est en synergie. Tout ça, c'est un ensemble de choses. Et c'est un travail d'équipe qu'il faut, quand on est responsable d'équipe, moi je l'ai été, qu'il faut vraiment animer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie que ça fonctionne. Et qu'on ait des projets aussi, justement, où on réfléchit aux soins et où on réfléchit parfois aux décisions extrêmement difficiles qu'on a à prendre, en particulier dans les services de réanimation tels que j'ai connus, où parfois on va être dans une forme d'accompagnement, de soins palliatifs. Et tout ça, c'est lourd à porter. Et bien sûr, pour l'enfant parfois lui-même, et pour les familles. Et ça nous demande d'avoir un travail permanent de réflexion et de collaboration dans les services ensemble et de faire adhérer les parents. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on a été beaucoup plus patriarcal à une époque. On n'évoquait pas forcément les choses telles qu'on les évoque aujourd'hui et on n'essayait pas de dégager un accord commun. On imposait parfois des positions un peu extrêmes, mais je pense que c'est nécessaire que ça change. Et ça change. Et ça, c'est une chose importante aussi à rappeler. Alors, puisqu'on parle de réussite scolaire, qu'est-ce que c'est que la réussite scolaire après tout ? Parce que si on continue, et moi je ne serais pas trop pour qu'on continue à penser que la seule réussite scolaire, c'est d'avoir pris option maths et d'avoir une très belle mention au baccalauréat, évidemment, au général, peut-être qu'on se limite aussi et qu'on ne va pas se réconcilier, puisque réconciliation, c'est le nom de votre projet, Jérémy Fontagneux. Donc, comment vous présentez l'idée de réussir à vos élèves, vous par exemple ? En fait, à Drancy, mais comme partout, je crois, il y a beaucoup de fatalisme. Les élèves ont le sentiment d'avoir un niveau scolaire qui a été fixé par la nature ou par les autorités divines ou par le cosmos, et ils ont tendance à s'y tenir. Donc, chaque année scolaire qui débute, les élèves font comme nous, les adultes. En janvier, on prend des bonnes résolutions qu'on ne tient plus au bout de quelques jours. Et donc, assez vite, les élèves se disent, bon, bah, finalement, notre système scolaire est très violent et très fort pour faire croire aux élèves qu'ils valent beaucoup moins que ce qu'ils croient, enfin, que ce qu'ils valent en réalité. Donc, très vite, les élèves deviennent fatalistes et je crois que ce fatalisme, il est très violent pour eux. Ils passent à côté de leur potentiel, de leur scolarité. Le fatalisme touche beaucoup les parents aussi. Et beaucoup de la méthode consiste à dire aux parents, écoutez, moi aussi, j'ai des raisons d'être fataliste. On évoquait la crise de la fonction hospitalière, et c'est en fait une crise des services publics qui est d'origine politique. J'étais en manifestation, en grève et en manifestation la semaine dernière, comme beaucoup de collègues, pour protester contre les mesures, contre les attaques en règle depuis plusieurs années maintenant contre les services publics dans notre pays. Donc, en effet, ce n'est pas propre à l'éducation nationale, mais on a beaucoup de raisons, nous aussi, les professeurs, d'être fatalistes. Parce que finalement, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a une question qui avait été posée tout à l'heure dans le chat, qui évoquait en effet le manque de moyens, qui touche beaucoup l'éducation nationale, les réformes qui nous tombent dessus, le sentiment de ne pas être respecté, les salaires qui sont insignifiants, enfin qui ne sont pas à la hauteur du tout de nos responsabilités, en particulier chez les profs des écoles. Bref, il y a beaucoup de raisons qui nous poussent aussi au quotidien, voyant des adolescents ou des enfants qui sont de plus en plus addicts aux écrans, aux réseaux sociaux, qui ont de moins en moins de respect pour le corps enseignant ou pour l'école, parce qu'il y a de moins en moins de respect, je crois, dans la société pour le corps enseignant ou pour l'école. Bref, il y a beaucoup de raisons d'être fataliste pour nous aussi. Et il me semble que, du coup, la réussite, c'est casser ce fatalisme-là, c'est-à-dire de voir des élèves faire des efforts inhabituels, plus nombreux que d'habitude, et qu'ils se rendent compte que ces efforts supplémentaires payent, et que d'une certaine manière, ils n'ont pas à subir leurs études, ils n'ont pas à subir leur existence. Je ne sais pas si la liberté existe, mais j'aime bien croire qu'elle existe. Je trouve que c'est une belle illusion. Et donc, du coup, je me lève chaque matin en espérant servir à quelque chose et avoir un impact.
Et il me semble que c'est ça la réussite, c'est de finir par se convaincre que la liberté existe et que les élèves n'ont pas à subir leur scolarité. Et c'est vrai que quand les élèves se mettent au boulot et qu'ils voient, non plus par les discours, mais par l'expérience d'efforts supplémentaires qui ont été provoqués, pas juste par nos discours d'enseignants, mais par l'implication des familles, qui leur disent, bon, arrête de faire des bêtises, la prof me transmet les infos, donc là, il va falloir se mettre au boulot. Il y a quand même beaucoup de gâchis en raison des efforts insuffisants. Donc c'est vrai qu'avec la méthode, quand les élèves font moins de bêtises que d'habitude, font plus d'efforts, ils disent, ah mais en fait, ça paye le travail, ou alors les efforts, en fait, ça marche. C'est la valeur travail. Et C'est c'est même référence à Nicolas Sarkozy, mais c'est une autre valeur travail. Oui, c'est surtout que la valeur travail, et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy aussi l'utilise, c'est que c'est un discours, ou c'est un concept. Là, on n'est plus dans le concept, on est dans l'expérience depuis que je n'arrive plus en retard en classe, je me concentre davantage et je comprends mieux. Bien sûr qu'intellectuellement, on pourrait dire que c'est la valeur travail. Ça correspond à la valeur travail philosophiquement, éthiquement. Mais pour les élèves, c'est une expérience de progrès grâce à leurs efforts. Et ils se disent, OK, il y a plein de raisons de ne pas faire les efforts, parce que le contexte, parce que mon manque de confiance en moi, parce que la société toxique dans laquelle j'évolue. Mais je sais que quand j'arrive à l'heure, je suis plus concentré en classe et mes notes, elles progressent et mes parents sont fiers de moi et ma prof ou mon prof est fier de moi. Et donc, pour moi, c'est ça la réussite, de croire que la liberté existe. Et c'est vrai que la méthode favorise beaucoup cette prise de conscience, ce déclic-là. On le voit un peu dans le film Le Monde est à eux et dans le documentaire aussi qui montre la façon dont les collègues s'approprient la méthode. Mais cette réussite-là, elle est aussi bien pour les élèves que pour nous enseignants, parce que ça casse complètement le sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que dans beaucoup de communication autour du projet ou de la méthode ou du film, chez beaucoup de journalistes, il y a ce sentiment que c'est une méthode pour faire réussir tous les élèves. Mais la vérité, c'est que la méthode, on l'a développée pour ne plus subir, nous, en tant qu'enseignants. Et cette rupture avec le fatalisme au cœur de l'expérience que les élèves vivent grâce à la méthode, elle s'applique tout aussi bien à nous. Et donc, je crois que la réussite, la définition que j'en donnerais, c'est croire que la liberté existe, aussi bien pour les élèves que pour nous, enseignants, que pour les parents d'élèves. Antoine Gentil, sur ce que ça signifie, la réussite pour vous, pour les élèves, les adolescents avec qui vous travaillez, qui ont sûrement des ambitions assez variées, et pas forcément celles du bac général. Et donc, réussir quoi d'ailleurs? Sa vie, sa scolarité? Moi, je trouve que je vais vraiment prolonger ce que tu viens de dire. Hein. C'est pivoter, faire pivoter l'école d'une école de la performance à une école de la reconnaissance de l'individualité, ce que vient de dire Jérémy. Et reconnaître les individus, ça veut dire qu'on fait attention à qui ils sont et qu'à partir de qui ils sont, on construit une prise en charge qui va être une prévention en système, en alliance éducative. Et ça, là, je touche vraiment du doigt ce qui correspond pour moi à un engagement associatif avec l'association Paré et tous mes copains du collectif interprofessionnel, etc., qu'on mène depuis 2014. Vraiment, il y a cette idée de penser cette bascule avec une référence que j'aime bien citer, une référence historique et puis que peut-être résonne actuellement. Se rappeler qu'un des grands moments où on a pensé la protection de l'enfance en France, ça a été autour de l'ordonnance 45, et que l'ordonnance 45, elle est le fruit du travail de la résistance et du programme commun de la résistance avec des gaullistes et des communistes qui travaillent ensemble et qui se mettent d'accord autour d'une valeur de cohésion qui est le souci de l'enfance vulnérable. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que notre pays aurait intérêt à se rappeler que s'il y a bien un sujet qui peut faire cohésion dans une société, c'est la question des enfants de la République, nos gosses, ceux dont les parents, en effet, parfois vont tellement mal que ça devient les enfants de la République. Et donc, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à peut-être penser sur le discours aujourd'hui produit sur l'école, focalisé sur la performance,
sur le résultat, pour le résultat. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que mes élèves réussissent des examens, mais juste quand même, hein, pour donner un chiffre parlant, il y a une étude de Pégase en 2019 qui dit que seulement 13% des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance qui obtiennent le DNB. 13%, ils sont 80 en pourcent. Le DNB, c'est le brevet. Le brevet, ils sont 80% en population générale. Ça devrait être un défi social majeur. C'est une question sociale majeure. Le souci de ces enfants dans la vulnérabilité, qui sont tous des gosses éprouvés. Et ça passe par le fait de construire une prévention primaire. Ça veut dire de commencer dès les 1000 premiers jours. Et puis les 1000 suivants, et puis ensuite tout le long de l'évolution. Il y a un programme, 1000 premiers jours de soutien à la parentalité. Bon, après, comment il sera financé, à quoi il va donner lieu. Dans les faits, on attend. C'est sûr qu'avec tous ces soubresauts politiques, on a aussi du mal à suivre les initiatives dans le temps. On sait que toutes les politiques éducatives et les politiques de l'enfance ont besoin de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est pour un gouvernement unique et la fin de la démocratie, mais de stabilité dans la conduite de ces politiques. Par exemple, la lutte contre le décrochage, c'est quand même quelque chose qui a relativement fonctionné. En tout cas, on a fait baisser le nombre de décrocheurs parce qu'il y a eu une politique suivie avec des dispositifs qui ont pu exister dans un temps assez long. Alors, ce que j'entends aussi à travers vos propos, c'est une articulation tout de même un peu compliquée entre l'individuel et ce besoin de tenir compte des singularités des personnes, de ces filles et garçons qui sont dans des classes, qui décrochent, raccrochent, peut-être aussi qui sont soignés à l'hôpital, et puis la dynamique des groupes. Parce que quand on est élève, on est dans une classe. Mais aussi l'association, par exemple, c'est collectif. Est-ce qu'on peut tirer une force du collectif, donc pas juste, c'est déjà pas mal, hein, les enfants et les gens qui s'occupent d'eux, mais un peu plus large, puisque ce qu'on cherche aussi, c'est à transformer, je crois que c'est ce que vous cherchez à faire, hein, la société. Donc comment on s'appuie sur des dynamiques collectives ? Je commence avec vous, du coup, puisque vous n'avez pas parlé depuis longtemps, Jean-Louis Chabernaud. Ce n'est pas la question la plus facile. Je suis totalement d'accord pour le collectif. Et la référence à 45 me paraît extrêmement importante. Du point de vue du système de soins, d'ailleurs, c'est quelque chose, à mon avis, tout à fait qui résonne. Notre système de sécurité sociale solidaire est menacé parfois intensément. Et personnellement, je pense que c'est une erreur de le menacer de la façon dont on le fait aujourd'hui. Il faut absolument essayer de le maintenir parce que c'est un système original, intelligent, collaboratif et qui fait que tout le monde est pris en charge et d'une façon adaptée. Il n'y a aucun système qui marche mieux ailleurs. Les histoires de déficit, ils sont parfois entièrement construits par un aspect de charge sociale non perçue, et ce n'est pas forcément de la faute des patients, c'est des décisions politiques. Je trouve que le collectif, c'est important. J'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait presque un ministère de l'enfance dans ce pays. Je fais partie d'une association parallèle qui n'est pas forcément Sparva. Il n'y en a plus, mais il y en a eu. Mais qui préconiserait ça, d'avoir un vrai ministère de l'enfance, parce que même si notre natalité baisse un peu, elle est quand même très élevée, elle est parmi les plus élevées d'Europe, hein, elle le reste encore avec l'Irlande, et je pense que ce serait très intelligent que de façon transversale, tous les ministères qui contribuent à la santé de l'enfant et à l'épanouissement scolaire et à l'épanouissement de tout court soient réunis dans une même structure. Plus compliqué à défendre dans une société si individualiste, mais pour revenir à cette tension entre... vous avez envie de répondre, Antoine, puis après je poserai la question à Jérémy. Mais c'est vrai, on est censé... Parce que c'est quand même très central, cette question de l'individu qui n'est pas reconnu, par l'éducation qui est si collective. On nous demande d'être dans des classes depuis qu'on a 3 ans, et maintenant l'école est obligatoire à 3 ans, et en même temps on dit à l'école, oui, vous ne tenez pas compte des individus qui sont jusqu'à 35, 37 dans les classes de lycée, et parfois aussi nombreux. En tout cas, ils sont particulièrement nombreux, nos élèves en classe, mais peut-être que ça peut être intéressant aussi de former des groupes et de s'appuyer sur ces dynamiques. Je ne suis pas pour les classes surchargées, hein. Non, mais en tout cas, on le voit bien, il faut marcher sur 2 jambes, quoi. On peut quand même... moi, je avec l'association Paré, on est vraiment pour des approches intégrées.
Et on peut être fier de nos institutions malgré tout. On a besoin de nos institutions. Il ne s'agit pas de tout mettre par terre et d'entrer dans des systèmes libertariens où c'est plus d'institutions et chaque gamin, il faudrait cibler, être dans un système où chaque gosse existe par lui-même et compte que sur lui-même. Enfin, ça, faut faire très attention. Et je pense que par contre, on peut très bien dans un système massifié dont on a besoin dans une société peut aussi intégrer des approches individualisées et qui vont développer une attention et un accueil personnalisé et surtout une reconnaissance de la vulnérabilité. Parce que pour le coup, ce qui se joue aujourd'hui, je pense, dans l'institution scolaire, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas, et même qu'on retire des dispositifs très simples, mais je ne sais pas, je pense quelque chose moi, qui m'obsède un peu, c'est l'arrivée dans les établissements, le passage des seuils ou les marges des établissements. Et vous savez, à partir du moment où un enfant arrive dans un établissement et où le contact se résume à un badge, qu'on passe dans un tourniquet et qu'on perd les contacts visuels, qu'on diminue le nombre d'AED, par exemple, je ne sais pas, en 10 ans ou 15 ans, c'est un vrai souci, ou qu'on demande, ou que les missions des AED... Alors, les AED, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Oui, c'est les pions, c'est les surveillants, pardon. Ils n'aiment pas quand on dit les pions. Ceci dit, pion, c'est un vieux mot et c'est plus... Mon père était pion. C'est super, c'est vraiment un truc qu'il faut faire quand on est étudiant, parce que c'est très formateur. Mais je pense que votre père, quand il était AED, passait peut-être pas toutes ses journées devant un ordinateur à appeler des parents. Or, aujourd'hui, un AED, je pense que 70% de son temps de travail, c'est d'être assis dans un bureau à appeler des parents. Et c'est pas d'être au contact et à l'interaction. Or, ce temps d'interaction... Ouais, alors que cette présence des jeunes, en fait, dans les établissements... est tellement importante. Il faut se dire qu'un enfant qui arrive avec, prenons un exemple, un enfant qui a vécu de la violence ou qui a vu sa maman vivre de la violence la veille au domicile, il arrive le matin, à partir de quand il va être en face d'un adulte et quand est-ce qu'un adulte va identifier des signaux de mal-être. Si l'adulte est posté sur le trottoir le matin quand il arrive, lui serre la main, a un eye contact et lui parle, évidemment que l'identification du signal de mal-être, il va se faire. Si cet enfant, il entre avec son badge, il passe le tourniquet, et puis qu'un adulte lui hurle du bout du couloir en lui disant « Pourquoi t'as ta casquette ?» ou « T'as toujours pas compris qu'il faut retirer ta casquette ?» On n'est pas sur la même entrée éducative. Et on n'identifie pas tout à fait les signaux de mal-être de la même façon. Parce qu'il ne va pas le dire spontanément, le gamin. Évidemment. Voilà. Alors, c'était pas complètement ma question. Ma question, c'est est-ce que vous vous appuyez sur la dynamique? Non, mais j'aime bien. J'essaye de revenir là où j'en étais, et puis on verra où la réponse. Non, vous allez répondre quand même. Est-ce que la dynamique de groupe vous intéresse? Est-ce que les élèves entre eux peuvent coopérer et en retirer quelque chose, tous pour eux-mêmes, mais aussi pour le groupe? Enfin, c'est très important quand on enseigne d'être face à un groupe qui fonctionne. Plus ceux qui enseignent, je pense que ça fait sens. Oui, plus que jamais. Et c'est, alors pour le coup, quelque chose, c'est là que je disais, on peut totalement être dans une approche différenciée, personnalisée, et travailler tout le temps l'inclusion dans un groupe. Parce qu'on apprend ensemble, et on progresse ensemble, et on a besoin d'entendre défendons un peu une approche anthropologique, qu'on traverse ensemble des rituels. C'est ce qui fait qu'on fait société. Et l'école fait des rituels, produit du rituel de passage et même des épreuves initiatiques. Quand on propose à des enfants de faire des stages d'immersion professionnelle, par exemple dans le cadre du parcours Starter, je peux vous dire qu'ils vivent des épreuves initiatiques et qu'il faut bien les concevoir comme ça en se disant qu'on doit les border, les entourer et les faire vivre comme des épreuves initiatiques avec des symboles qui marquent la fin d'un moment où ils se sont initiés à quelque chose et qui, c'est pareil, qui se disent, qui franchissent des étapes et qui avancent dans un parcours qui est marqué aussi par des passages de seuil ensemble. Parce que c'est parce qu'ils entendent que l'autre est en train de passer le cap qu'ils vont le passer, le cap. Et ça, je pense qu'on peut faire le tour du monde, le tour des sociétés humaines,
on a dans toutes les sociétés des moments de franchissement. Donc c'est pour ça que Jérémy travaille à leur faire préparer le bac, etc. Et que ce symbole de l'examen, il ne faut surtout pas le faire tomber, hein. On en a besoin des examens, c'est nos rites de passage. Par contre, c'est comment on s'y prépare qui est un enjeu et comment on le fait en reconnaissant les individus Mais quand même. ce qui est très troublant, c'est que notre examen le plus rite de passage, qu'on considère comme ça ou non, c'est le bac. Et que ce bac, il n'arrête pas d'être réformé depuis des années. Ça change presque tous les ans, mais vous êtes encore mieux au courant que moi de cela, Jérémy Fontanieu, puisque vous enseignez au lycée. Si vous voulez répondre à la question sur, sur la réussite individuelle et le collectif, c'est pas mal. Et si vous pouvez aussi glisser dans cette prise de parole quelques réponses aux questions qui ont été posées sur, à savoir, et si vous voulez poser des questions, commencez à vous manifester, dans les difficultés que vous rencontrez, est-ce que, quelles sont-elles? Et est-ce que, par exemple, il y a une difficulté avec le collectif? Est-ce qu'il y a des difficultés avec l'administration? Avec les collègues, avec l'administration. Et les collègues, c'est une question c'est ce qu'on a vu passer. Oui, tout à fait. Au sujet du collectif, oui, ça fait partie. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a. Enfin, ça fait partie des surprises qui ont émergé avec l'élaboration de la méthode entre 2012 et 2017. En fait, l'un des secrets de la méthode, si je puis dire, c'est que lorsque nous appelons les parents d'élèves en début d'année, nous appelons tous les parents d'élèves. Et nous le disons aux parents et nous le disons aux élèves. Et donc tout de suite, ça déstigmatise ou ça casse complètement l'inquiétude qui peut être provoquée par un appel des profs aux familles en disant nous ne vous appelons pas parce qu'il y a un problème, puisque déjà il est trop tôt pour qu'il y ait des problèmes, et puis nous appelons tout le monde. Donc ça déstigmatise cet appel aux yeux des familles et ça rassure aussi beaucoup les élèves, ou ça déstigmatise. On a l'habitude, on a tellement de choses à gérer, nous les profs, que on nous a dit en formation, et puis très vite on s'habitue à essayer de faire classe, essayer de faire cours, essayer d'évaluer les élèves, de tenir la classe, et puis ponctuellement, pour des élèves en difficulté particulière, mettre en place des dispositifs particuliers. Alors que là, ce dispositif et les SMS hebdomadaires touchent tous les élèves. Et donc ça déstigmatise cette chose-là, et ça envoie un message de justice aussi aux élèves, c'est-à-dire qu'on leur dit c'est le même tarif pour tout le monde. Du coup, il n'y a pas d'élève qui peut dire mais vous ne m'aimez pas parce que vous envoyez des SMS à ma maman chaque semaine. J'envoie des SMS à toutes les mamans et à tous les papas. Donc du coup, c'est pas contre toi. Et donc ça permet aussi aux élèves de perdre la carte le prof m'aime pas, donc je vais pas faire le boulot. Non, je t'aime autant que les autres, ou je ne t'aime pas autant que les autres. Du coup, ils peuvent moins jouer de ça, si je puis dire. Et du coup, ça crée au sein de la classe une expérience particulière. C'est-à-dire que tous les élèves ont, en début d'année en particulier, cette sorte d'épée de Damoclès au-dessus d'eux. Ils savent que leurs parents vont recevoir le SMS. Et donc, quand il y a un élève qui déborde un peu, les autres élèves lui disent arrête parce que ta maman va te crier dessus. Et quand ils aident l'élève à rentrer dans le rang, si je puis dire, ils pensent à leur propre mère en train de leur crier dessus, ou leur propre père en train de leur crier dessus en cas de SMS négatif. Et donc du coup, en fait, ça favorise vachement l'entraide. On le voit beaucoup dans le film Le Monde est à eux. Ça fait partie des forces nouvelles qui émergent et qui nous aide beaucoup en tant qu'enseignant, parce que comme vous le rappeliez, tout enseignant sait que la force collective ou la dynamique au sein d'un groupe peut vraiment avoir un impact énorme sur un cours. Il suffit qu'il y ait une mauvaise ambiance de classe pour que, malgré tous nos efforts, ça ne prenne pas. Et à l'inverse, comme du coup les élèves se serrent davantage les coudes et qu'il y a davantage de cohésion grâce au fait que la méthode est appliquée pour tout le monde, eh bien, du coup, ça nous aide beaucoup en tant qu'enseignants. La méthode casse la solitude qu'on a habituellement, non seulement parce que les parents nous aident, parce que les élèves y mettent un peu plus du leur en faisant plus d'efforts, et aussi parce que les élèves s'aident entre eux et qu'il y a une émulation positive. Et quid du collectif de profs? Parce que c'est une question qui a été posée et beaucoup de gens se la posent. Finalement, si tous les profs n'appliquent pas la méthode, est-ce que ça peut vous mettre en conflit, en porte-à-faux? En fait, on est 350, donc c'est ridicule à l'échelle de l'éducation nationale. Et donc, tous les collègues qui se lancent le font de manière individuelle. Et en collège et en lycée, du coup, je leur dis toujours de le faire juste dans la matière, comme je leur disais, en prévenant le ou la prof principale. Et le simple fait de le dire aux collègues en les rassurant, en leur disant on fait ça juste pour notre matière,
ça permet d'éviter les malentendus qui peuvent naître de ça. En fait, la liberté pédagogique est quand même quelque chose de fondamental. Ça fait partie des rares choses qu'on ne nous prend pas trop. Les profs des écoles souffrent un peu de ça, parce qu'il y a des manuels, il y a des évaluations débiles, inutiles, et qui prennent du temps et qui prennent de l'énergie. Bon, mais du Vous coup... passez un nombre incalculable de messages, donc voilà, Enfin, sur bon, c'est un enfer pour les les profs. évaluations, Je elles parle sont même pas des formations que les professeurs des écoles sont obligés de se contestées. taper. Voilà, un encore. Donc, bon, non, mais c'est bien pour voilà, bon, se rappeler de tous les dossiers en cours oui, à l'éducation tout nationale. ce qui nous met la tête sous l'eau, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on n'est que 350. C'est que beaucoup de collègues ont l'impression que cette méthode-là, on l'a fait en plus de tout ce qu'on fait déjà et qui est difficile, alors que pas du tout. La méthode consiste justement à arrêter de subir, à arrêter de souffrir, mais du coup, simplement en prévenant les collègues, ça permet d'éviter les malentendus et souvent ça rayonne. C'est-à-dire que les élèves, au début, font des efforts au collège ou au lycée dans une matière et puis petit à petit, ils se rendent compte que ce qui marche bien dans une matière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les autres matières. Donc ça rayonne aussi, et c'est pour ça qu'il y a le fameux 100% de réussite au bac depuis des années maintenant à Drancy. Mais du coup, on fait très attention aux collègues. Je dis toujours aux collègues, faites attention, faites preuve de diplomatie, de délicatesse. On est une corporation qui est en souffrance parce qu'on nous met la tête sous l'eau, que nous sommes maltraités par l'institution et par ceux qui prétendent nous diriger. Et donc, il faut faire attention avec une méthode qui semble chronophage, même si elle ne l'est pas. Il faut faire attention aux collègues. Par contre, vis-à-vis de la direction, parce que la question a été posée aussi, on utilise notre liberté pédagogique, on n'a aucun compte à rendre au personnel de direction. On ne leur demande pas de feu vert, puisqu'on fait ce qu'on veut. Il y a évidemment beaucoup de personnels de direction qui sont inquiets au sujet des parents d'élèves, parce que beaucoup de personnes dans l'éducation nationale sont inquiets. Et donc, lorsqu'ils apprennent ex post, une fois qu'on s'est lancé, puisque les collègues se lancent toujours sans demander de l'autorisation, on utilise notre liberté pédagogique, quoi. Simplement, je recommande souvent aux collègues de prévenir directeur, directrice, principal de collège ou proviseur de lycée, une fois qu'on s'est lancé. Et souvent, la réaction est inquiète. Faites attention aux parents d'élèves quand même. Mais oui, parce qu'il peut y avoir des parents, enfin, c'est quand même une question que je tiens à poser, qui ne répondent pas du tout. Ben, vous en rencontrez des parents cabossés. Quand on les appelle le premier jour, tous les parents d'élèves répondent. 100%. Quand on appelle les parents d'élèves le premier jour, tous les parents appellent. Après, c'est aussi une habitude ou l'école s'est construite aussi comme une espèce de citadelle, avec ce sentiment de citadelle assiégée. Donc on met des murs de plus en plus. On nous dit qu'il ne faut pas utiliser téléphone portable, etc. Et donc les parents se méfient de nous, on se méfie des parents. On a quand même des logiciels pour... Mais c'est des logiciels institutionnels catastrophiques à l'échelle de à l'image de pas notre comme institution. Non, mais c'est important de visser ce genre de précision. Mais donc du coup, finalement, vis-à-vis des collègues comme vis-à-vis des personnels de direction, on dit les choses de manière à ne pas être en porte-à-faux, comme la question avait été posée, et dans le même temps, on crée cette espèce de bulle qui nous protège de toutes les violences du métier. Alors, parfois, je regarde l'heure sur mon téléphone, donc normalement, il nous reste même pas 10 minutes, mais je ne sais pas, on m'a dit 50. Ça me semble extrêmement court. Je vais quand même vous poser une question sur le collectif Jean-Louis Chabernaud des médecins, parce que pour qu'on puisse associer les parents, il faut quand même que tout le corps médical, enfin l'enfant n'a pas affaire qu'à un seul praticien. Donc comment est-ce qu'on embarque tout le monde pour la réussite d'un parcours de soins qui peut être difficile, enfin, c'est pas un parcours de soins au sens de la Sécu pour le coup, et comment on arrive à embarquer, convertir peut-être plus de gens. Est-ce que par exemple la médiatisation, là je saute des questions, je les regroupe, la médiatisation de votre association, ça aide? Oui, ça peut aider. Sur notre site, on a mis en place un certain nombre de choses pour ça. Pour répondre, il y avait une question qui revenait là-dessus aussi, c'est comment faire pour qu'on améliore le suivi de nos enfants et comment on peut aider. Je pense que d'avoir un médecin de famille, mais c'est difficile de plus en plus, puisque vous savez qu'il y a une forte proportion de Français qui n'en ont pas, que ce soit des adultes ou des enfants. Ou qui n'en trouvent pas. Et qui n'en trouvent pas. Donc il y a une problématique démographique contre laquelle on s'est battu depuis 30 ans, mais qui n'a jamais été résolue. Ça pourrait passer par des formations organisées dans les écoles ou les collèges. C'est une proposition d'ailleurs qu'on a faite nous. Il y a parfois des ouvrages médicaux aussi à destination du grand public, hein, pas pour les médecins qui existent.
Moi, j'avais été le coordonnateur d'un livre qu'on a fait, nous, les pédiatres, pour les parents de 0 à 6 ans, pour leurs enfants, à la sortie de la maternité jusqu'à l'âge de 6 ans, et qui était démystifié, c'est-à-dire qui n'était pas dans le langage médical, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était à portée de n'importe qui, et qui permettait d'avoir un certain nombre de critères. Ce qui est en faillite aussi aujourd'hui, c'est que théoriquement, tous les enfants aujourd'hui doivent avoir une vingtaine d'examens à des âges clés. C'est prévu, c'est financé, mais finalement, on s'aperçoit qu'à peine 50% des enfants en bénéficient pour différentes raisons qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut que les médecins retournent à l'école ? Exactement. Et donc, c'est un problème compliqué. Et il y a, pareil, un certain nombre d'examens qui sont prévus pour l'hygiène bucco-dentaire, pour le bon développement du maxillaire, des dents, etc. On a beaucoup d'ados, vous avez remarqué, qui vont chez l'orthodontiste, donc ça vaut vraiment la peine. Et ben, c'est pareil, c'est souvent malheureusement très inégalement utilisé, et que finalement les gens précaires et les gens qui sont dans le plus bas des niveaux sociaux n'y accèdent pas. Et c'est ça qui est un problème majeur. Donc là, il y aurait des décisions à prendre collectives au niveau national. Ce serait le rôle et de ce ministère de la Santé et du ministère de l'Enfance, à mon avis, de pouvoir justement essayer de concevoir tout ça d'une façon beaucoup plus facile et réellement faite. On manque de médecins scolaires et d'infirmières scolaires, comme vous savez aussi. Un point, le médecin scolaire, il n'y en a plus. Donc, en fait, on a une problématique de moyens qui pose problème, mais que personne ne veut entendre. Si je peux me permettre, il y a la question de l'enjeu de la santé mentale aussi. La santé mentale, bien entendu. Tout à fait. Un enjeu fondamental. Tout à fait, ça fait partie du problème majeur. Nous, on a essayé de faire des outils justement pour ça, mais c'est vrai qu'actuellement, tout le monde est submergé par ces aspects. Et la pédopsychiatrie a failli disparaître comme discipline et est en grande difficulté. On a un problème. Moi, j'ai une femme qui est psychologue, qui travaille dans un CMPP, mais ils sont complètement débordés. Et ils ont des durées pour avoir des rendez-vous à des mois pour arriver à satisfaire aux besoins. Donc là, il y a quelque chose à faire, mais qu'il y aurait un effort national. Dans les centres médico-psychologiques publics. Voilà, c'est aussi un service public. Même si des fois les structures sont privées, c'est un service public qui est disponible et qui ne coûte pas cher. Il devait y avoir des assises de la santé scolaire à l'automne. Et puis, comme on venait de changer de ministre avant de rechanger de ministre, finalement, elles n'ont pas eu lieu. Mais moi, c'est un dossier que je m'apprête à suivre avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'effectivement, pour la prévention, on avait une question sur la prévention. C'est extrêmement important. On a eu pas mal de questions. Là, je ne sais pas s'il n'y avait pas trop d'interventions dans la salle. Antoine Gentil, ça fait 5 minutes que vous avez le micro dans la main et vous aviez quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire. Et ce sera peut-être la dernière intervention parce qu'on doit rendre à 55 derniers carats. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Non, mais moi, je trouve que c'est très parlant ce qui vient d'être dit. On voit bien qu'il y a quand même un très gros enjeu à aller casser des logiques de silos et à développer peut-être plus que des ponts, c'est-à-dire que vraiment des projets commun autour de l'accompagnement, comme on le disait tout à l'heure, en écosystème des familles et des adolescents et des enfants. Et ça concerne autant les alliances éducatives qu'on va construire du côté avec entre professionnels de l'éducation nationale et professionnels du soin, et de la même façon du côté de la protection de l'enfance, mais aussi avec je trouve que c'est peut-être essentiel de bien se dire qu'on est tous ancrés dans des territoires et qu'il y a cet enjeu de territorialiser ces accompagnements et que les territoires ont aussi, on peut construire des alliances aussi avec tous les professionnels de la prévention spécialisée et puis tous les acteurs territoriaux. Oui, c'est le sens. Voilà, je me permets, ça existe. Il y a des cités éducatives, oui. donc qui sont dans des villes. C'est pas une ville comme une cité, ni une cité comme une cité dortoir ou une cité HLM, mais c'est plus l'idée que des écoles et des collèges et des lycées soient en réseau, avec aussi les travailleurs sociaux et un certain nombre de professionnels de l'enfance, mais pas seulement, qui travaillent sur le même territoire. Et le modèle de cité éducative, on l'a emprunté au Canada. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu amené de façon structurelle, sans forcément le nourrir de manière culturelle. Or, la culture des alliances éducatives,
ça s'improvise pas et ça demande un travail d'ingénierie, de réflexion, à la fois. Et puis un travail qui doit être connecté au terrain. Et moi, c'est quelque chose. J'étais ravi qu'on se parle tous les trois parce que il y a vraiment quelque chose qui est affirmé en nous mettant tous les trois côte à côte, c'est de dire partons de l'expérimentation en éducation et donnons de la place à l'expérimentation en éducation. Ça n'empêche pas de penser et d'aller se nourrir, évidemment, de travaux de recherche. On le fait tous les trois, j'imagine. Mais ceci dit, rien ne vaut la production par l'expérimentation, depuis l'expérience, pour l'expérience en éducation. Et je crois que c'est peut-être une façon d'avancer concrètement vers des points d'amélioration de notre système. Pour que la réussite soit l'affaire de tous, ça sûr. nous offre une excellente conclusion. Merci beaucoup Antoine Gentil, merci Jérémy de Fontagneux et merci Dr Jean-Louis Chabernaud. Merci pour la qualité de votre attention. Je pense que je suis à peu près dans les temps, j'ose plus regarder, 0, donc c'est bon, on a terminé. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Et merci, c'était passionnant. Alors, je crois qu'on ne va pas se quitter tout à fait comme ça. On ne se dit pas tout à fait au revoir. La plus belle des réussites, c'est celle qui rayonne. Banque Populaire accompagne chaque jour 200 créations d'entreprises partout en France. Banque Populaire, la réussite est en vous. Par contre, bien sûr, vous avez à remplir le petit bout. Ok. Vous faites des journées normales. J'avais l'impression de faire